Cosa Vostra. L'idée au départ, c'était de se dire, mais en fait, quand on va observer ce que les gens regardent sur Allociné, etc., avec la connaissance qu'on va pouvoir récolter sur ce qu'ils ont consommé, on va pouvoir leur proposer le super film qu'ils vont vouloir voir après, tu vois. Ça, c'est l'idée au départ de Critéo, c'était ça. Et du coup, ce truc-là sur le cinéma ne prend pas. Et il y a quelqu'un un jour dans une réunion qui dit, mais écoutez, cette idée, elle est très bonne, mais pourquoi est-ce que vous l'essayeriez pas sur le marché publicitaire? C'est-à-dire de recommander des produits à des gens en fonction de ce qu'ils ont déjà regardé. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, un épisode où on va s'intéresser d'un peu plus près à la AdTech et j'ai le plaisir d'être accompagné pour en parler de Grégoire Bruni de Critéo. Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour jalonner un peu cet épisode, il va y avoir un peu de 3 temps qui sont chronologiques, puisque je sentais une certaine logique dans ce schéma. Parler un peu du passé, de ton parcours, Grégoire, tu es passé notamment chez Prisma, et donc tu vas pouvoir nous parler un peu de l'évolution du marché publicitaire. Le présent, Critéo, ce que fait Critéo, ce que propose Critéo, notamment pour les médias, et ce que tu y fais, pourquoi on t'a appelé chez Critéo. Et puis le troisième temps qui est plus le futur, un peu de prospective, comment Critéo et comment toi, Grégoire, tu vois l'évolution de cette industrie publicitaire. Donc pour démarrer, Grégoire, donc comme je disais, tu viens de chez Prisma. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours pour qu'on comprenne un peu non seulement ta légitimité qui est réelle, hein, puisque sinon on serait pas là à en parler, mais pour voir un petit peu toi ta spécialité et ce qui fait que tu es arrivé chez Critéo il y a maintenant 2 ans. Ouais, bien sûr. Tout d'abord, merci de m'inviter et de me donner la parole sur des sujets qui m'intéressent et qui sont d'actualité à travers Critéo ou même à travers l'ensemble du marché de la tech. Écoute, pour te résumer rapidement, moi j'ai commencé il y a un peu plus de 12 ans en agence média en fait. Je suis passé par les 2 plus gros acteurs mondiaux qui sont WPP et Omnicom Media Group, et donc j'ai commencé à piloter des stratégies médias pour des gros clients, et ça a duré un peu plus de 2 ans, et à la suite de ça, j'ai rejoint en tant qu'associé une toute petite start-up qui s'appelait Advideum. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé la première régie vidéo premium sur le marché français. Donc, on s'occupait de monétiser l'inventaire vidéo de tous les grands titres de presse français. Ouais. Ça a été une superbe aventure parce que on a commencé à 3 dans une cave à Saint-Ouen, et on a fini à plus de 45 dans des beaux bureaux dans le 16e. Voilà, et c'est une aventure qui a duré près de 6 ans pour moi, et ça a été très bien évidemment constitutif de ma culture média, de ma culture adtech, parce que Tech, bien sûr. voilà, puisque effectivement, en fait, si tu veux, j'avais à la fois une vision publisher, c'est-à-dire comment, quel est cet enjeu majeur pour les publishers de monétiser leurs inventaires, qui soient display ou qui soient la vidéo. Et la vidéo c'était vraiment les tout débuts de la vidéo, donc ça a explosé. Donc j'avais à la fois cette vision-là publisher, les enjeux de monétisation, et puis j'avais aussi de l'autre côté l'enjeu demand, j'allais dire, c'est-à-dire voilà, l'opportunité que ça représentait et que ça représente toujours d'ailleurs pour les marketeurs, les agences,
pour faire du reach efficace à travers un format premium qu'est la vidéo, et comment voilà, les annonceurs ont investi dans la vidéo pour communiquer de façon efficace et plus innovante. Donc moi j'ai fait ça pendant 6 ans chez Advideum, donc vraiment aventure startup dans les médias. Et puis effectivement c'est là qu'arrive Prisma, puisque Prisma a acheté Advideum en 2 temps. Et du coup, moi, je me suis occupé toujours d'Advideum, de son développement commercial et aussi de l'intégration auprès des équipes. Des équipes de Prisma, Et avec succès? avec succès, écoute, ça a été. Je dois vraiment saluer une chose, c'est que l'intégration s'est faite sur 2 ans, et Prisma a eu effectivement ce, j'allais dire, voilà, cette vision de se dire, Advideum fait très très bien son métier. Bon, on était en hyper croissance, on était vraiment on était vraiment en mode startup, on était en hyper croissance, et puis on avait, si tu veux, vraiment une position de leader sur le marché, et il nous a laissé l'autonomie, si tu veux, de continuer à nous développer de la façon la plus agile possible, et comme on savait le faire, sans essayer de nous imposer, effectivement, dans un premier temps, tous les process qui sont inhérents, si tu veux, au fonctionnement d'une grosse boîte. Oui, parce qu'il y a rien de mieux pour tuer une intégration d'une startup quand tu as un choc de culture et que tu viens mettre du process un peu lourd là-dedans, c'est très vite presque un coup d'épée dans l'eau. C'est exactement ça. Et si tu veux, nous, en tant que manager chez Advideum, notre volonté, c'était justement ça, c'était de prendre en fait cette, entre guillemets, lourdeur de process, etc., et de la gérer sans pour autant que les équipes la vivent au quotidien, pour qu'ils se sentent libres, voilà, de travailler exactement comme ils l'ont toujours fait. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, je dois dire que ces 2 ans-là, ils ont été très bien, et d'ailleurs on a eu pendant ces 2 ans, ces 2 années-là d'intégration, une croissance encore plus importante que celle des années précédentes. Donc ça voulait dire que ça marchait bien. Et puis au bout de 2 ans, du coup, Prisma a été complètement propriétaire d'Advideum. Et puis là, moi du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une pause. Et je me suis occupé de projets personnels, toujours dans le digital. Donc un site de cuisine qui s'appelle côtéchef.tv, parce que je suis fan de cuisine et de vin, et ça vient aussi de ma famille. Et puis j'ai développé aussi une application B2B de mise en relation, en fait, pour des personnes qui se trouvent dans un même périmètre, dans un cadre professionnel. Une Du coup, espèce de shaper, mais un peu c'est physique. exactement ça. C'est un shaper, tout à fait. C'est un shaper physique qui en fait permettait de mettre en relation des personnes qui se trouvaient dans un même périmètre à des fins professionnelles. Et c'est marrant parce que c'est ce genre d'idée où en fait il y a plusieurs acteurs qui ont les mêmes idées au même moment. Et Ouais, c'est souvent ça, c'est une ZIR, comme on dit, tu sais, c'est des idées, c'est celui qui après derrière qui l'exécute qu'il le plus exécute vite. bien, et celui qui a les moyens. Donc LinkedIn a développé cette fonctionnalité-là aussi très rapidement. Il y a Facebook aussi qui s'est intéressé à ce sujet-là. Il y a Shaper, effectivement, qui a levé de l'argent sur ce sujet, sur un autre modèle. Et puis il y a un autre acteur qui s'appelle Swipecard qui pareil développait ça. Donc voilà, c'était effectivement une idée dans l'air du temps que moi j'ai développé avec succès. J'ai travaillé avec des gros groupes de communication sur la mise en relation justement des salariés qui pouvaient se trouver dans un gros building et qui se connaissaient pas forcément. Donc on a mené Ouais, ça à ça peut bien. ça Et ça ça puis peut avoir du sens effectivement. Et puis tu es revenu, chez Prisma, parce qu'on t'a rappelé, exactement. j'imagine? Ou c'est, Exactement. En fait, bon, alors avec Prisma, on s'est toujours tenu au courant de ce qu'on faisait, parce que on a travaillé notamment ensemble sur mes projets perso, quoi, sur une partie, notamment sur le site de cuisine, etc. Donc on se tenait effectivement au courant. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un qui puisse s'occuper du business, du bizdev, en fait, au niveau français. Et du coup, au bout d'une petite année, ils m'ont dit: «Greg, voilà, on a besoin de quelqu'un». Alors le poste est assez magnifique, tu vas voir, sur le papier, mais en gros, la description était assez simple, c'était de dire: «Écoute, en fait, notre maison mère qui est Bertelsmann en Allemagne
achètent des boîtes un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe. Et l'idée, c'est d'aller screener en fait les boîtes dans ces pays-là et de voir dans quelle mesure on peut scaler en fait le modèle et l'activité sur le territoire français. Donc les Donc boîtes déjà rachetées ou scouter des boîtes, repérer des boîtes et essayer les deux. d'évaluer si c'est scalable, si jamais elles devaient être rachetées? Ouais, les deux. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire Ça, c'est que cool, hein, comme poste, hein, ouais, effectivement, parce que tu ouais. rencontres plein de gens, plein de gens, plein de nouvelles boîtes, plein d'idées, ça doit être assez Ouais, excitant. exactement, c'est hyper excitant, c'est hyper, dynamique et puis le truc aussi, c'est que, on va en parler, mais en fait, Prisma se posait, très justement la question de, l'ère, si tu veux, post-publicité. C'est-à-dire qu'ils se disaient: «OK, on a un groupe de presse, en gros, la presse, on connaît, les limites de la presse aujourd'hui sur le marché publicitaire, dû à la consommation du papier qui fléchit, et Décline. cetera». Exactement. Et du coup, la transition des modèles historiques vers des modèles digitaux se fait, mais les volumes, bien évidemment, sont compliqué à avoir pour un groupe comme Prisma qui est le premier acteur français de la presse magazine. Donc il faut aussi se poser la question des futurs modèles. Et donc du coup, moi j'étais effectivement dans cette position-là de pouvoir aller voir des boîtes soit effectivement qui étaient rachetées, soit dont Prisma avait l'ambition de pouvoir intégrer. Et ça ne reposait pas que sur des modèles publicitaires. Donc moi qui venais de la publicité, de la monétisation digitale principalement, je regardais aussi de nouveaux modèles de rentabilité pour un groupe de presse. Donc c'était hyper intéressant d'un point de vue personnel parce qu'effectivement je voyais des business models qui étaient différents de ceux que j'avais travaillé pendant des années. Donc C'est clair. Donc déjà Prisma, réfléchissait un peu tout à fait. à enfin le marché publicitaire ou en tout cas diversifier pour ne plus dépendre uniquement de la publicité. C'est exactement ça, parce que Prisma est très performant sur le marché publicitaire français. Vraiment, puisque en gros, c'est quand même un des plus gros acteurs vidéo aujourd'hui du marché français. Donc, et ils ont une capacité à le monétiser qui est très bonne, puisqu'ils ont racheté Advideum, qui était notre métier, et donc ils ont cette expertise-là aujourd'hui. Donc, ils savent très bien le faire, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est en complément réfléchir à au-delà de la monétisation qu'on sait très bien faire, quels sont les relais de croissance qu'on aura dans le futur par des activités qui ne reposent pas sur des business models de publicité. Tout à fait. Donc, Mais toi, entre le moment où tu crées Advideum et le moment où tu es chez Prisma, même la fin de Prisma avant d'arriver chez Criteo dont on va parler, tu as vu une évolution du marché publicitaire? Parce que donc tu dis au début, effectivement, vous étiez en hyper croissance, donc début 2010, l'explosion des vidéos et donc de la publicité avec des CM bien plus élevés. Mais donc 2010 et je sais pas quand tu quittes 2016 à peu près 2000, 2017, ouais. voilà, tu vois une évolution, tu vois Une énorme évolution, ouais. Et vraiment quelles étapes tu vois un petit peu là-dedans, marquantes en tout cas? ben, en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que entre 2010 et 2016, déjà, il y a eu l'avènement de nouveaux formats. Déjà, il y a eu vraiment, on a créé et on a vu apparaître des formats qui, avant 2010, n'existaient quasiment pas en digital. Je parle bien évidemment de la vidéo, mais il y a eu aussi toute la vague des formats natifs qui aujourd'hui sont complètement intégrés à la fois chez les users, chez les marketeurs, etc. Mais on a vu des formats voilà qui n'existaient pas avant. Hein. Avant 2010, on était sur des formats standards plutôt display et on faisait un peu, on voyait de l'habillage avec des fois une couche d'interactivité, d'interaction et du coup on était waouh, on était bluffé. Et à partir de 2010, en fait, il y a eu une accélération. Il y a eu beaucoup d'innovations qui sont arrivées sur le marché, à la fois en termes de format, mais aussi les usages. Les usages sont et continuent à se déplacer de plus en plus vers le mobile. Et donc du coup, les formats publicitaires se sont adaptés à ces usages et on a vu beaucoup de formats, voilà, de nouveaux formats émerger. Donc ça a été la première
vraiment le premier truc, c'est de voir voilà ces nouveaux formats. Le deuxième truc aussi qui s'est passé, c'est que quand les éditeurs ont commencé à multiplier du coup les emplacements publicitaires qu'ils pouvaient proposer, il a fallu commencer à les structurer. Et donc là, on a vu un marché qui a commencé à se structurer, ce qui était pas le cas avant, puisqu'avant on avait quand même des régies publicitaires digitales qui traitaient, qui étaient des gros ad networks et qui traitaient l'ensemble des formats. Et de l'autre côté, on avait des publishers qui eux travaillaient des formats impactants, très branding, avec voilà cette caution de marque média, etc. Et Et puis qu'ils commercialisaient en direct pour bien comprendre. C'est un exactement. secteur qui est un peu compliqué. Donc des fois, j'essaie juste un peu de vulgariser. Pour simplifier, avant en 2010, voilà, tu avais des bannières, donc c'était des ad networks qui te les remplissaient, en fait, qui trouvaient les annonceurs. Et puis tous les formats un peu premium dont tu parles, ils étaient vendus en direct par l'éditeur, Exactement, par le c'est ça, publisher. les grosses marques médias comme Le Monde, Le Figaro, L'Express, Les Échos, L'Équipe, etc. Effectivement, vendaient des beaux formats branding en direct aux marketeurs et aux agences médias. Et on avait effectivement, c'est exactement ce que tu dis, ce qu'on appelle des ad networks, c'est-à-dire donc un réseau de petits sites, si tu veux, qui étaient agglomérés par des acteurs, par des régies publicitaires, qui du coup créaient du volume et proposer effectivement cette diffusion aux agences médias et aux annonceurs. Et donc ça, c'était vraiment, il y avait deux mondes qui cohabitaient, c'était ça. Donc du coup, à partir de ça, il y a eu donc l'explosion de ces nouveaux formats, à la fois en direct chez les publishers, mais aussi dans les ad networks. En fait, ce qui s'est passé très simplement, c'est que quand par exemple la vidéo a explosé, Le Monde, Le Figaro, L'Express, toutes ces grandes marques qui avaient beaucoup de trafic chez elles et qui avaient, si tu veux, mis en place les choses pour créer du contenu vidéo, il fallait maintenant monétiser ces emplacements-là. Et c'était pas leur spécialité. Donc c'était quand même très spécifique. Je veux dire, quand là je parlais tout à l'heure des nouveaux formats qui étaient la vidéo et le native, c'est un vrai métier. Donc du coup ils ont fait appel à d'autres acteurs, en l'occurrence pour la vidéo par exemple des boîtes comme Advideum, qui s'occupaient que de ça. Et donc du coup on a Et donc, ils vous recruté. mettent à disposition en disant, voilà, on diffuse autant de vidéos, voilà le type de vidéo qu'on diffuse, et on vous laisse 100% de la commercialisation. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est Juste passé. sur les formats vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec une régie comme Advideum Tout à fait. uniquement pour les vidéos. Tout à fait, exactement. Et donc du coup, nous, on était experts de la vidéo et on commercialisait effectivement 100% des inventaires des marques de presse. Et alors, donc pour revenir à ta première question, donc il y a eu cette première évolution des formats, etc. L'avènement des formats a vu l'émergence d'acteurs spécialisés sur ces formats. Avant qu'il y ait un mouvement qui s'initie, qui soit quoi? Que les éditeurs commencent à réintégrer la commercialisation de ces nouveaux formats. Ça a été l'étape qui est venue un peu après. Et Pourquoi? Parce qu'il y a eu un constat de quoi? De perte de contrôle ou de en perte fait, de valeur? ça venait principalement, c'est une histoire de volume, c'est-à-dire que vraiment la consommation du digital aujourd'hui se fait énormément en vidéo et ça commence et que ça continue à croître. Mais à partir du moment où tu as un volume assez conséquent en direct, quand tu es une marque média et que tu as un volume assez conséquent pour pouvoir dire j'ai une offre volumineuse à vous proposer, ça fait du sens que tu la réintègres en interne. Jusqu'à présent, c'était pas le cas puisque le format était émergent et qu'il fallait avoir beaucoup de volume pour pour avoir une offre commerciale conséquente. Et c'était pas le cas au début, bien évidemment, parce que c'était le tout début de la vidéo. Donc en fait, tous les éditeurs, principalement de presse sur le digital, se sont mués et mutés en groupe audiovisuel, si bien qu'aujourd'hui on le voit très Ouais, c'est bien. clair. Quand tu vas sur le Figaro, il y a Le des Figaro le ou Figaro. TF1, au fait, presque j'exagère, mais où Le Monde, en fait, ils ont à la fois, presque de la radio, du Ah podcast, du texte, exactement, de la vidéo. exactement, ils ont tout, ils ont des studios d'enregistrement chez eux, ils ont des émissions télé, digitales, tu vois l'équipe c'est un super exemple. L'équipe est aujourd'hui présent partout. Donc Tous les canaux. c'est devenu un groupe audiovisuel 360 complet et donc du coup, le temps en fait que les éditeurs fassent cette mutation, il y avait des experts qui s'occupaient de la commercialisation de ces nouveaux formats
Et quand les éditeurs ont finalisé entre guillemets cette mutation, bah, ils ont réintégré en interne effectivement la commercialisation de ces nouveaux formats. Donc Alors juste pour bien comprendre, c'est quelqu'un chez eux qui, on va dire un commercial, hein, avec de tout le respect que j'ai pour ce terme, j'en suis un, qui va voir des marques et qui est dans son panel d'outils, vend aussi de la vidéo. Il lui dit en fonction du besoin ou est-ce qu'il y a ou il reste des commerciaux spécialisés vidéo, chez l'équipe, par exemple? alors tout à Je fait. travaille assez peu avec, donc tu vois, je posais vraiment des questions pour essayer de comprendre. Je pense que ça intéresse aussi plein de Ouais, bien sûr, mais c'est hyper intéressant. En fait, effectivement, il y a pas. Alors, ça dépend des marques, hein, bien sûr, mais la plupart des marques n'ont pas siloté ou isolé les formats, si bien qu'un commercial, effectivement, d'une grande marque média comme l'Équipe, par exemple, ou une marque de Prisma, par exemple, Prisma. voilà, va voir une agence média et lui propose, en tout cas sur le digital, parce qu'il y a des commerciaux spécialisés sur la presse, spécialisés sur la télé, spécialisés sur le digital, même si on fait aussi des offres couplées, mais je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça va Non. peut-être embrouiller tout le truc. Mais en tout cas, quand on vend du numérique, quand on vend du digital, de la présence publicitaire sur téléphone mobile, ordinateur, etc., on vend l'ensemble des formats. Et effectivement, du coup, on vend de la vidéo, de l'habillage et de la bannière classique. Donc oui, on a les commerciaux maintenant commercialisent l'ensemble des formats de leur marque média. De leur Donc marque média. Et pour bien comprendre les agences médias, aujourd'hui, en fait, les médias, pour coup, ne travaillent pas directement avec les marques. C'est-à-dire que les marques continuent encore de passer par des agences médias tout à fait. qui ont pour mission d'optimiser les budgets et l'exposition, de la marque. Il y a pas ou il y a plus de contact direct entre une marque et un éditeur? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a vraiment les agences médias qui sont au Elles cœur de. contrôlent quand même, Elle contrôle effectivement la stratégie média des annonceurs, c'est-à-dire que un annonceur, bon, bah, lui, son métier, c'est de vendre un produit, et pour ça, dans le marketing, il est accompagné par différents types d'agences. L'agence publicitaire qui, elle, va créer la publicité, et l'agence média qui va s'occuper de diffuser cette publicité. Donc, en fait, en gros, dans le marketing, on dit qu'il y a deux types de connaissances. Il y a les agences de publicité qui ont généralement une véritable connaissance de la marque, de l'ADN de marque, etc., et qui du coup produisent des spots publicitaires où on parle de la marque. Et puis il y a les agences médias qui, eux, ont vraiment une connaissance des cibles. Et donc du coup, c'est à qui on va adresser les publicités pour que les consommateurs puissent accéder aux produits qu'on leur propose. Donc c'est vraiment deux expertises. Il y a d'une part une expertise de marque, de produits, etc. Et donc ça, c'est la création publicitaire. Et puis il y a une expertise sur les cibles marketing, c'est-à-dire sur les consommateurs. Et ça, c'est l'expertise des agences médias. Et les agences médias, en fait, s'occupent de repérer, d'identifier la consommation des consommateurs sur les différents médias. Alors, qu'est-ce que les gens consomment en télé, qu'est-ce qu'ils consomment en radio, en presse et en digital. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, on sait comment diffuser la publicité, à travers quels médias, et qu'est-ce que font les agences médias? Elles font de l'achat d'espaces publicitaires. Alors c'est très vite résumé, mais avec beaucoup d'expertise, c'est comment est-ce qu'on achète au mieux la publicité pour que les consommateurs, dans leur consommation média, puissent voir les produits qui vont les intéresser. Donc il y a vraiment deux expertises, et donc oui, les agences médias sont vraiment, si tu veux, le point de relation entre un éditeur, une marque média qui produit du contenu, etc., et les annonceurs qui, eux, veulent diffuser leur publicité sur ces médias-là. Et effectivement, au milieu, il y a l'agence média. Donc les relations en direct entre un éditeur et un annonceur se font, mais opérationnellement parlant, c'est vraiment l'agence média qui opère la stratégie marketing et d'achat média, vraiment. OK, donc ça, c'est le schéma un peu classique et évidemment dans la tech, bah, il y a toute une couche de techno qui fait qu'en fait, il y a pas forcément une relation directe entre l'agence média
et le publisher, Ouais. mais que tu passes par des plateformes où, en fonction de critères, on peut acheter de l'espace publicitaire de manière automatique sans même avoir contacté l'éditeur. Exactement. Alors du coup, par rapport à ta première question, c'était justement ça le point sur lequel je voulais qu'on vienne, c'est que quand tu me disais quelles sont les grandes innovations qu'on a vues arriver, on allait dire en 6 ans, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que jusqu'à un peu avant 2010, en fait, la relation commerciale, effectivement, entre un éditeur, donc une marque média, une agence média et un annonceur se faisait, j'allais dire un peu à l'ancienne. On s'appelait, une chaîne de fast-food voulait diffuser sa publicité auprès de jeunes de 15 à 25 ans. Du coup, l'agence média appelait les médias qui étaient consommés par ces jeunes-là et disait, voilà, moi mon client qui est un gros annonceur de fast-food veut diffuser les publicités chez vous. Comment on fait? On se mettait d'accord sur un volume, on se mettait d'accord sur un prix. Hop, on bookait, si tu veux, l'inventaire, c'est-à-dire qu'on le réservait à une date précise, des dates de campagne, on diffusait, etc. Et hop, ça partait comme ça. C'était fait comme ça. Donc ça, si tu veux, c'était l'ancien modèle qui existe toujours pour certains médias d'ailleurs. Et puis il y a à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que on s'est aperçu que était commercialisé que l'inventaire premium. Et il y avait toute une partie d'inventaire un peu moins visible, un peu moins qualitatif, qui n'était pas commercialisé. Et donc, du coup, très simplement, il y a des acteurs qui ont commencé à se mettre en place en disant, mais on va en fait agglomérer tout ce volume qui est moins premium pour en faire une offre très conséquente à des prix plus intéressants et on va automatiser l'achat via des plateformes. Donc du coup, et c'est là où Pour bien comprendre ce qu'est un inventaire non premium, pardon, mais c'est quoi sur le site? C'est des rubriques qui sont, moins sexy que la home, ou c'est des formats dans la page qui sont généralement moins vus? Comment tu décides de ce qu'est ton inventaire premium, de ce qu'est ton inventaire non premium? En fait, c'est exactement c'est les deux. C'est en fait, on a des beaux algorithmes qui sont là pour réfléchir sur les deux. Donc c'est à la fois effectivement des formats qui parce qu'ils sont sur la page à un endroit un peu moins visible ou un peu moins accessible sont moins chers, ou parce qu'ils sont moins consultés sont aussi moins chers. Et donc du coup ces inventaires qui sont un peu moins chers parce qu'ils sont soit moins consultés, soit un peu moins visibles, soit moins impactant du coup, représente cet inventaire très volumineux qu'on considère c'est de l'inventaire classique qui n'est pas premium. En sachant que du coup, par opposition, qu'est-ce que c'est que le premium? C'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est généralement des formats historiquement home-page, c'est-à-dire que quand on arrive par exemple sur la home-page du site Le Monde, on arrive sur sa première page, on a des très très beaux formats en habillage, avec des formats impactants sur le côté, etc., etc. Quand on clique sur la rubrique économie, qui est donc une rubrique phare de cet éditeur-là, on va arriver pareil sur une page avec de très beaux formats visibles directement sans qu'on ait besoin de scroller, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inventaire premium. Comme la vidéo, par exemple, et l'inventaire premium aussi. Très clair, et donc les éditeurs se disent: «Bon, bah, voilà, donc moi, les agences médias veulent toujours mon inventaire premium, j'arrive pas à vendre le reste, et je me dis: "Je vais essayer de le commercialiser", ou qui décide?» Bon, c'est plusieurs acteurs, mais comment se fait un peu cette automatisation? En fait, c'est effectivement une discussion qu'ont différents acteurs, à la fois effectivement les éditeurs, à la fois aussi les marketeurs et les agences médias et les annonceurs, parce que en fait, un inventaire un peu moins entre guillemets premium ou un inventaire volumineux de publicité qui n'est pas exploité, c'est autant d'opportunités de contacts publicitaires qui ne sont pas mis en place. Donc en fait, c'est une discussion qui se passe entre en concertation. Et là, il y a effectivement des acteurs. Du coup, on arrive là dans vraiment le monde de la tech qui se disent, mais on va monter des technologies qui vont permettre aux éditeurs de mettre leurs inventaires sur la plateforme. Et de l'autre côté, on va monter une plateforme qui va permettre aux acheteurs d'acheter ces inventaires-là. Et en fait, le constat, il est très simple. Il se fait, si tu veux, en concertation avec ces trois acteurs que sont à la fois le monde de la techno, à la fois le monde éditeur et à la fois les marketeurs. Voilà, exactement. Donc c'est Le c'est bon comme ça que le bon triptyque. se fait cette réunion.
Ouais, exactement, OK le bon truc. Ouais. et donc tout ça se développe alors avec les côtés positifs et négatifs, hein, mais j'imagine que enfin c'est pas j'imagine, mais positif, c'est un meilleur remplissage des inventaires. Négatif, c'est un peu cette automatisation à outrance. Je dis à outrance parce que peut-être un peu perte de relation avec, l'éditeur et puis c'est peut-être une course à la publicité puisque tu le remplis de manière automatique, tu en mets peut-être un petit peu plus, tu dégrades la valeur. Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose de positif ou négatif? Mais je pense qu'il y a les 2. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif dans la mesure où, en fait, ça permet effectivement aux équipes du côté, des éditeurs en tout cas, de se concentrer sur, effectivement ce qui a le plus de valeur et de concentrer leurs forces commerciales et cetera sur ce qui a le plus de valeur, qui a le plus de valeur pour eux, mais ce qui a de la valeur pour eux, c'est aussi ce qui a de la valeur pour les marques. Et donc, du coup, quand l'achat programmatique est arrivé, c'est aussi une solution de simplification de comment est-ce qu'on commercialise ces inventaires sur lesquels en fait on n'a pas les éditeurs n'ont pas les moyens concrètement de consacrer des forces commerciales pour vendre ça. Donc en fait c'est une véritable solution pour se dire écoutez ça c'est traité et nous on va se concentrer sur le premium, ce qui a de la valeur. Donc oui c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui a simplifié voilà le marché et la vente d'inventaire publicitaire. Aujourd'hui, effectivement, ça a pris une ampleur toute autre puisque en gros, le marché a muté vers une toute full automatisation, quasiment, j'exagère un peu, mais en Y tout compris cas, le premium. exactement, y compris le premium, où du coup, bien évidemment, à un moment donné, euh, on s'est dit, ben, les inventaires premium peuvent être achetés aussi via des plateformes. Et ce qui a changé évidemment la donne, c'est le fait de bider, c'est-à-dire c'est d'enchérir sur un emplacement publicitaire, ce qui n'était pas le cas avant, puisque à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que quand on achetait un emplacement publicitaire chez un éditeur, cet emplacement-là, il valait 5 € et c'était ad vitam aeternam où toute l'année il allait coûter 5 €. Ce qu'a changé aussi la plateformisation du marché, c'est que on a introduit la notion d'enchère. Et c'est ça qui a énormément changé le marché, au-delà de l'automatisation. Donc le programmatique a introduit deux choses, c'est un, l'automatisation, et deux, le système d'enchère. Ce qui veut dire que euh, les marketeurs ont la possibilité d'enchérir sur un emplacement pour remporter cette enchère et donc remporter l'exposition. Et ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, on a des inventaires premium effectivement qui sont venus se mettre sur le programmatique et on a pu revaloriser aussi des emplacements par ce système d'enchères. Donc ça a changé aussi énormément les choses. Et aujourd'hui, Et ça par rapport, au prix auquel se vendait le premium avant, grosso modo, ça tirait les prix vers le haut ou vers le bas? Alors ça dépend des emplacements, mais généralement ça a tendance, à les tirer un poil, vers le haut. Je parle vraiment à emplacement, constant. Oui. Ça a tendance effectivement à les tirer vers le haut parce que il y a plus d'acheteurs qui se rencontrent au même moment pour le même emplacement. Donc en fait, il y a une offre qui, sur les emplacements premium a pas forcément explosé. Par contre, il y a une demande qui a vraiment explosé et donc du coup forcément le prix, monte un peu. Donc, ce qui veut dire que ça crée un peu plus de valeur pour les éditeurs. Donc, ça se joue effectivement comme ça. Euh, Très clair. Ouais. Donc c'est vraiment ça, si tu veux, les mutations qui se sont amorcées sur le marché. C'est pour reprendre le truc. Moi, en 7 ans, ce que j'ai vu, c'est un, effectivement, l'avènement de nouveaux formats. Deux, des gens qui se sont du coup spécialisés sur ces nouveaux formats. Et trois, l'arrivée du programmatique, de l'automatisation avec ce système d'enchères et ce système d'achat automatique, effectivement, via des plateformes. Donc c'est ça, en fait, les gros mouvements qui se sont produits. Super, je pense que c'était un bon résumé de comment ça marche et des évolutions et donc fort de toi, de toute cette expérience, connaissance de cet écosystème, tu postules ou tu arrives chez Criteo, on t'appelle, peu importe, c'est pas tant ça le sujet. Il y a donc 2 ans enfin non, il y a, quelques mois de cela, en fait, hein? Ouais, tout à Ch fait. Moi, je suis arrivé au mois de mars dernier chez ch Criteo. Ouais, donc dans une année un peu particulière en tout à tant fait. que
Head of Agencies. Tout à fait, tout à fait, tout Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi qu'est-ce qu'on attend de toi et qu'est-ce que tu fais chez Criteo pour, essayer de bien comprendre? Et après là, mon idée, donc on est dans la deuxième partie, un peu le présent, ce que tu fais chez Criteo. Donc au-delà de toi, alors c'est évidemment intéressant de par ton parcours, mais après j'aimerais vraiment qu'on parle un peu de Criteo, de ce que ça fait, de pourquoi on en a besoin comme éditeur. Mais donc toi, ils viennent te chercher. Quel est ton rôle aujourd'hui? Puisque tu étais chez Prisma, donc une vraie connaissance du côté éditeur et une connaissance de la tech évidemment, parce que tu avais fait chez Advideum. Ils viennent exactement. te chercher pour faire quoi? En gros, ils viennent me chercher avec cette mission de dire Criteo aujourd'hui travaille très peu avec les agences médias et on a besoin d'une équipe qui va pouvoir adresser les nouveaux produits et les produits existants qui est le retargeting, le produit phare de Criteo, puisque Criteo a inventé le retargeting, c'est d'adresser nos produits publicitaires aux agences médias. Et pour ça, il faut connaître effectivement ce marché et monter une équipe qui va être à même de, un, comprendre Criteo, c'est-à-dire l'historique de Criteo, deux, les nouveaux produits de Criteo, et trois, qui va être capable de les adresser aux agences médias. Donc moi, j'arrive avec cette double mission qui est à la fois de monter une équipe et une stratégie sur la France et un enjeu d'évangélisation auprès des agences médias pour que les agences médias, un, soient au courant de ce qu'est Criteo aujourd'hui Ouais, et comprennent bien comprennent ce que vous exactement. proposez et pensent à vous. Exactement, et puis se dire, ben voilà, Criteo effectivement dans mes plans médias est un avantage énorme pour mes clients et on va activer du Criteo. Donc en fait, pour te faire le truc, moi Criteo, quand je suis chez Prisma, en fait, je suis l'histoire Criteo parce que Criteo dans les années dans les Tu peux trois le rappeler effectivement, c'est quand même une des belles réussites de la French Tech, Criteo, hein, c'est de effectivement c'est une des plus belles réussites de la French Tech dans la mesure où c'est une boîte qui se lance il y a 15 ans avec trois associés qui en fait inventent un algorithme de recommandation. L'idée au départ de Criteo, c'est quand même génial et les gens ont tendance à l'oublier, mais au départ Criteo avait une idée, c'était de faire un algorithme de recommandation de films. En fait, c'est exactement ce d'accord, que fait tu Netflix. vois, je connaissais pas la petite histoire. Et en fait, c'est l'algorithme de Netflix, en fait. L'idée, au départ, c'était de se dire, mais en fait, quand on va observer ce que les gens regardent sur Allociné, etc., avec la connaissance qu'on va pouvoir récolter sur ce qu'ils ont consommé, on va pouvoir leur proposer le super film qu'ils vont vouloir voir après, tu vois. Ça, c'est l'idée au départ de Criteo, c'était ça. Et du coup, ce truc-là sur le cinéma ne prend pas. Et il y a quelqu'un un jour dans une réunion qui dit, mais écoutez, cette idée, elle est très bonne, mais pourquoi est-ce que vous l'essayeriez pas sur le marché publicitaire? C'est-à-dire de recommander des produits à des gens en fonction de ce qu'ils ont déjà regardé. Ils disent, bah, pourquoi pas? Et ils font un test, et effectivement, c'est sur des items publicitaires purs, c'est un carton plein. C'est-à-dire que on s'aperçoit, et Criteo s'aperçoit que quand on identifie ce que les gens ont consulté, du coup, euh, quand on regarde l'intérêt, quand Quand on on comprend comprend ce qui l'intérêt, voilà, que les gens ouais, portaient à un produit, qu'ils l'aient acheté ou pas, quand on leur propose un produit relié à ce qu'ils ont consulté, ben bien évidemment, les gens sont plus enclins à l'acheter. Et ils comprennent c'est ça, tout bête, mais faut y penser et puis mais faut développer les bons algos. c'est exactement ça. C'est comme si demain on va dans une vitrine ensemble, toi et moi, François, et qu'on se dit, ben, putain, regarde cette paire de baskets blanches, et que hop, 2 mètres à côté, t'envoies une autre et qui est en relation avec celle que tu viens de voir, et tu dis, ah mais finalement elle est pas mal celle-là aussi. Et finalement t'achètes celle-là. Ouais, Ben en fait c'est exactement ce qu'a fait c'est Criteo. redoutable. Et c'est redoutable, exactement. Et donc du coup, là, naît le produit du retargeting. Donc le retargeting, c'est quoi? C'est effectivement c'est ce format publicitaire auquel on a tous été exposés au moins 10 fois dans notre vie, qui vous propose des produits, soit que vous avez consulté et que vous n'avez pas acheté, soit des produits qui sont en lien avec ce que vous venez d'acheter ou ce que vous venez de consulter. Et donc Criteo invente le retargeting. Le retargeting donc se crée il y a à peu près 15 ans. Ouais, Donc 2005, création de Criteo, effectivement. exactement. Et donc, Criteo déploie ça dans le monde. Et là, je fais un avance rapide. Mais
ça va. On se parlait du succès effectivement de cette boîte de la French Tech. Donc là, Criteo rentre au Nasdaq en bourse aux États-Unis. Donc le Nasdaq qui est donc les valeurs technologiques de Les valeurs aux techno, États. ouais, ouais. Exactement, la techno. Donc c'est là où sont les grands acteurs de la Ouais, c'est tech le mondiale. Graal de la C'est le Graal de la techno, c'est le Graal de la tech. Faire une entrée en bourse au Nasdaq, c'est le Graal international. C'est, si tu veux, la reconnaissance effectivement d'une reconnaissance réussite. de tous les pairs. Ouais, c'est clair. Exactement. Donc effectivement, Criteo est la tête de gondole de la French Tech française pendant des années, des années, des années. Et puis effectivement, Criteo après vit sa propre vie, est une boîte cotée aujourd'hui au Nasdaq, etc. Et donc vit sa propre vie. Et si tu veux, et les fondateurs sont toujours effectivement reliés, bien évidemment, au réseau start-up français, etc., etc. Mais la boîte vit sa vie de façon autonome et Oui, c'est avance une de boîte façon autonome. internationale maintenant, Exactement. effectivement, qui est d'origine française, mais Exactement. j'ai vu, Tout à fait. même le CEO, c'est une américaine, je crois? Alors c'est une néo-zélandaise Néo-zélandaise, effectivement, pardon. ouais, Megan Clarken, qui est installée aux États-Unis. Donc effectivement, c'est une boîte aujourd'hui qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est 3000 personnes. Donc effectivement, on n'est plus vraiment sur la On est plus dans la start-up. start-up, on est Exactement. même scale-up, quoi. C'est une grosse boîte Exactement. bien installée et Exactement. Mais hem et donc aujourd'hui, sans que c'est le retargeting, donc Criteo est connu pour ça. Tout tourne autour de ça ou j'imagine depuis, donc vous avez développé l'offre de produits. exactement. Est-ce qu'on peut, par le prisme un peu des médias, hein, qui est un peu la thèse de Mediarama, est-ce qu'on a besoin de Criteo aujourd'hui quand on est un éditeur de presse? Est-ce que au-delà du retargeting, est-ce que vous, il y a des choses un peu spécifiques? Parce que bon, en travaillant pas mal avec des médias, ils travaillent avec des ad serveurs. Je pense à des boîtes comme Tids qui sont très spécialisées, qui ont un ADN très presse. Est-ce que Criteo aujourd'hui apporte quelque chose aux éditeurs ou pardon, je te laisse répondre parce que j'ai tendance à faire des questions trop longues. Donc, Non, 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 mais quoi, je veux dire, ta question est très pertinente. Mais alors, tu vois, pour répondre, je reviens un peu sur ce qu'on disait, mais moi, du coup, je suivais Criteo effectivement de loin, et Criteo effectivement, a amorcé dans les dernières années deux choses, principalement quoi, de la diversification, mais de deux façons, soit en faisant effectivement des acquisitions en externe, et donc c'est spécialisé, on en parlera tout à l'heure sur le retail média, et à diversifier ses produits publicitaires. Donc, puisque effectivement Criteo faisait que du retargeting, et aujourd'hui Criteo a une offre, ce qu'on appelle full funnel, donc adresse tout le funnel marketing avec différents produits publicitaires. Criteo, pour répondre à ta question du coup de façon hyper pragmatique, est un acteur essentiel de la monétisation. Et là, on se parle plutôt des éditeurs de presse, est un acteur essentiel de la monétisation des inventaires des éditeurs de presse, et surtout est un acteur essentiel pour. Il faut bien comprendre que le modèle publicitaire, le business model sur lequel sont les éditeurs de presse, qui est la publicité, garantit l'indépendance de nos médias. Donc c'est hyper important, c'est-à-dire que et c'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats sur l'identité, la privacy, on va en parler un petit peu. voilà, gérer ses data, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité, c'est le socle et la garantie d'une presse indépendante. Et ça, c'est Alors tu dis hyper pour important. bien comprendre, tu dis ça versus quoi? C'est-à-dire que s'il y avait pas de publicité, parce que tu as quand même le modèle de l'abonnement, tu as pas l'indépendance est pas garantie uniquement parce que tu affiches de la Tout publicité. à fait, tout à fait. Le problème étant qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens, effectivement, de s'abonner à des éditeurs de presse. Surtout qu'il y en a, il On y en le a. veut, hein, je parle là, il y avait un sondage Ipsos qui est sorti il y a quelques semaines réalisé par Stratégie où je crois que tu que 15% des Français qui sont prêts à s'abonner, C'est ça, c'est à ta c'est presse. exactement ça. Et puis le truc aussi qu'il y a, c'est que quand bien même on voudrait s'abonner, on peut pas s'abonner à tout le monde. Et donc du coup, il y a une vraie notion de pluralité qui est essentielle, si tu veux, pour qu'on se constitue des avis qui soient riches et divers et variés. Garantir en fait qu'il y ait plusieurs acteurs indépendants dans les médias, c'est garantir des points de vue qui sont différents, les confronter, et quoi là, et c'est là qu'on a un vrai débat, j'allais dire démocratique, pluriel et varié, et qui est indispensable. Donc oui, on peut passer par l'abonnement,
non, on n'a pas tous les moyens de s'abonner, et quand bien même on aurait les moyens de s'abonner, on peut pas s'abonner à l'ensemble des médias qui représentent l'ensemble du paysage français des médias. Donc c'est hyper important aussi de comprendre que la publicité permet aux utilisateurs, aux consommateurs, à nous tous, de consommer différents médias de façon gratuite aujourd'hui. On l'oublie un peu ça, j'ai On l'oublie l'impression. beaucoup. Moi, je pense qu'on l'oublie beaucoup. Et en plus, le truc qui est assez marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on colle vraiment au digital, parce qu'aujourd'hui l'enjeu il est vraiment sur le digital, mais en fait c'est un fonctionnement qui est intégré et sain depuis toujours sur tous les médias. C'est-à-dire que moi, mon père, quand mon père achète énormément la presse quotidienne, régionale, nationale, etc., voire la presse magazine d'information. Et quand on ouvre le journal, chez nous la Provence, bah oui, il y a des publicités dedans, et c'est ce qui permet. Alors là, on paye un peu parce qu'il y a le papier, etc., etc. Mais c'est ce qui permet qu'on n'ait pas à payer un journal tous les jours 15 euros au lieu des quelques euros que cela coûte. Et c'est pareil en télé, c'est pareil en radio. Il y a toujours eu des spots publicitaires qui ont été là et qui financent effectivement ces médias gratuits. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le numérique. C'est vraiment pointé du doigt, alors que c'est un modèle finalement qu'on connaît depuis toujours sur l'ensemble des médias. On embraye un peu sur la suite, mais c'est aussi peut-être ce côté hyper personnalisation qui fait un peu flipper les gens, entre guillemets, tu vois, tu freak out parce que tu te dis, attends, mais c'est tellement personnalisé comme publicité que ça peut devenir gênant. Ou le fait peut-être qu'on puisse les cacher avec les adblocks, etc., ce que tu peux pas faire. On va en parler mais tu as raison, effectivement, c'est un modèle qui existait avant, et qui permet voilà le financement de ces médias. Donc je suis assez d'accord avec toi qu'on en parle assez mal alors que ça a quand même pas mal de vertus. On en parle assez mal. Et puis, quoi, je veux dire, là, alors l'actualité avec les élections aux États-Unis, etc., quoi, je veux dire, on voit aussi, alors, les précédentes élections où on a targué Facebook, entre guillemets, de pouvoir faire élire un candidat aux États-Unis, etc., etc., quoi, je veux dire, on est vraiment en plein dans un monde, et avec des événements, et des événements plus dramatiques d'ailleurs, sur lesquels je trouve on a besoin encore plus aujourd'hui d'une pluralité de presse avec des points de vue différents qui se confrontent, etc., mais qui surtout euh, permettent d'avoir des infos qui sont faites par des professionnels. C'est aussi ça le truc, parce que il y a effectivement il y a aussi une autre chose avec les plateformes et les réseaux sociaux qui est arrivé, c'est que c'est le contenu qui est généré par des utilisateurs. Donc du coup, aujourd'hui, quelle est la différence entre un contenu produit par un journaliste et un contenu qui est produit par un utilisateur sur des plateformes sociales? En fait, il y en a pas vraiment, il n'y a pas de différence. Donc du coup, on peut attribuer, si tu veux, le même crédit à une info qui est faite par Jean-Michel du fin fond de sa ferme que finalement par un Un article journaliste fait avec une par carte de presse, etc. exactement. Donc c'est aussi ça le problème. Mais c'est un autre débat. Mais du coup, effectivement, pour répondre à ta première question, du coup, Criteo, en tant qu'acteur publicitaire mondial, permet effectivement aux éditeurs d'engranger des revenus, et ces revenus-là leur permettent de financer des journalistes qui permettent et qui eux font du contenu de qualité et qui le distribuent à l'ensemble, à l'ensemble de leurs lecteurs, de leurs internautes, etc. Donc oui, Criteo a un rôle majeur là-dedans. Et pour aller un Ouais. peu plus loin, j'anticipe un peu, mais c'est que si tu veux, le monde du digital, il se divise en deux catégories. Un, on a les plateformes, donc ce qu'on appelle les GAFA, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'open internet, c'est-à-dire l'internet ouvert. Et donc du coup, Mmh. l'internet ouvert, c'est quoi? C'est l'ensemble des éditeurs, des publishers et l'ensemble des e-commerçants. Et Criteo est le plus gros acteur publicitaire en termes de couverture de l'open internet aujourd'hui dans le monde. Donc oui, Criteo a une place essentielle et nécessaire dans cet écosystème de l'internet ouvert. Donc c'est un internet où en fait on cohabite ce dont on parlait tout à l'heure, différents éditeurs, différents e-commerçants, etc., et qui représentent la pluralité de l'internet, ce qu'on appelle l'internet ouvert, l'open internet. Voilà. OK, ça c'est intéressant et concrètement en termes de format, alors qu'est-ce qu'utilise un éditeur de presse chez vous? On reviendra sur le côté GAFA et open internet, je trouve ça hyper intéressant. Là, j'essaie vraiment de voir, Criteo, hem, Bien sûr.
C'est du retargeting ou c'est des solutions, publicitaires, avec des formats? Il y a des choses qui sont spécifiques? Est-ce qu'on peut travailler avec quelqu'un d'autre que Criteo? Qu'est-ce que Alors c'est quoi un peu la ouais. plus-value aujourd'hui si je suis un éditeur et que je me pose la question de devoir travailler avec Criteo ou pas? Bah, tout à fait. En fait, Criteo, du coup, a différents produits. Bien évidemment, le retargeting, dont Criteo est l'inventeur il y a 15 ans, on se l'est dit. Et aujourd'hui, Criteo a diversifié son offre publicitaire, si bien que aujourd'hui, on adresse tous les formats publicitaires. Criteo, pour faire du retargeting, pour bien comprendre, faire du retargeting, ça veut dire potentiellement adresser le plus de formats publicitaires possible. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un format. Le retargeting, le format, c'est ce qu'on appelle la DCO. Ce sont différents formats dynamiques et optimisé, mais ça c'est plusieurs formats publicitaires. Donc il y a plusieurs emplacements que Criteo monétise pour les éditeurs. Après il y a des nouveaux produits, donc on se parle de produits de considération aujourd'hui puisque le produit du retargeting est là pour faire de la performance marketing et là pour faire Mmh. des c'est vraiment un outil qui est là pour optimiser les ventes d'un annonceur, pour que l'annonceur optimise les ventes de ses produits à travers ce format publicitaire. Et ensuite, on a créé donc des nouveaux formats qui, là, dans le funnel marketing, remplissent un objectif de considération. Ce sont des formats publicitaires qui sont là pour générer du trafic. Ce sont des formats publicitaires qui sont là pour que les gens qui sont intéressés par la publicité, tu parlais tout à l'heure de personnalisation et c'est en ça qu'elle a beaucoup de valeur. La personnalisation a de la valeur parce qu'on adresse un produit publicitaire à un internaute qui représente un intérêt pour lui. C'est vraiment ça d'ailleurs la valeur de la publicité aujourd'hui, et c'est ce que permet Internet, c'est d'avoir une expérience personnalisée à la fois de l'internet mais aussi de la publicité. Et donc Criteo permet ça. Et donc du coup adresse des formats qui vont permettre à l'internaute de cliquer pour aller se renseigner sur une marque, sur un produit, etc. Et enfin, donc là, dans ces formats-là, on a les formats classiques, ce qu'on appelle tous les formats IAB, donc les bannières, en gros, hein, Ouais, ouais, les fameuses bannières, quoi. Très exactement, standardisées. très standardisé. Et on a aussi tous les formats natifs. Les formats natifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des formats qui sont intégrés dans le fil d'actualité en fait d'un éditeur et qui ont la même forme, si tu veux, que le fil d'actualité, que le design en fait d'un éditeur. Et du coup, Du sort de brain content, mais en programmatique. exactement, et ça s'achète en programmatique effectivement principalement, mais ça s'achète aussi en direct. Et en fait, c'est une publicité qui est très très intégrée. Alors bien, c'est très intégré, ça a la même forme que ce que vous avez sur le site, qu'un article, etc. Mais c'est bien précisé que c'est un contenu sponsorisé, etc. Donc on commercialise aussi ce type de format-là. Et enfin, on commercialise aujourd'hui aussi avec Criteo de la vidéo. Et donc, la vidéo est là pour servir un objectif vraiment de branding. On est là pour effectivement faire de la mémorisation pour que les gens effectivement consomment un spot publicitaire, un spot vidéo. Et donc aujourd'hui, Criteo propose, si tu veux, voilà, l'ensemble des produits publicitaires en vidéo, en in-stream. Donc, c'est-à-dire quand je vais sur un site et que je veux voir une vidéo, c'est la publicité que j'ai avant mon contenu. Donc, Une sorte de pré-roll. exactement, c'est le pré-roll, c'est exactement ça. C'est donc l'emplacement qui est avant le contenu vidéo. On commercialise aussi de l'outstream, donc c'est cette vidéo qui est en dehors d'un contenu vidéo, qui se retrouve dans un contenu éditorial. Et ensuite, effectivement, on commercialise l'ensemble des produits IAB, les formats natifs, et enfin en bas, le retargeting avec ce qu'on appelle la DCO, donc tous ces formats retargeting. Donc aujourd'hui, Criteo s'est vraiment diversifié sur l'ensemble du funnel et commercialise l'ensemble des produits publicitaires disponibles sur le marché, quoi. Très clair. Alors une question peut-être un peu simple, mais bon, tu me l'expliques de manière simple justement, et ça je te remercie. Qu'est-ce qui fait qu'un éditeur va travailler avec Criteo versus un autre ad serveur, enfin un autre DSP? C'est un choix parce que d'exhaustivité. Parce que bon, il y a le retargeting sur vous êtes très fort, et je pense qu'après on peut rentrer dans la techno pour comparer, mais ce que tu me décris là, c'est quelque chose d'assez standard entre guillemets, et d'autres proposent la même chose ou sur le papier proposent exactement la même chose?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que sur le papier, d'autres proposent la même chose. Oui, c'est-à-dire que nous, les inventaires qu'on achète auprès des éditeurs, en gros, on a plus de 4500 deals directs avec des éditeurs, c'est-à-dire des gens avec qui on fait des contrats et avec qui on dit, ben, on va commercialiser une partie de votre inventaire et vous nous mettez à disposition votre inventaire. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on achète beaucoup d'inventaires en programmatique. Donc, du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en gros, les éditeurs ont mis à disposition sur des plateformes une partie de leur inventaire et nous, Criteo, on achète ces inventaires sur ces plateformes qui automatisent l'achat. Donc, il y a deux choses. Donc, sur le papier, d'autres peuvent le faire. Là où Criteo a une valeur ajoutée que personne n'a, c'est que Criteo, surtout, et c'est surtout sur ça que repose en fait la valeur de Criteo, c'est sa data. C'est-à-dire, en gros, Criteo, le métier de Criteo, en déployant le retargeting, on est plugué aujourd'hui à plus de 20 000 e-commerçants dans le monde et plus d'une dizaine de milliers d'éditeurs. Mais Criteo est l'acteur publicitaire qui analyse le plus de ventes online par an. Donc, Criteo analyse 900 milliards de dollars de ventes online par an. Pour te donner un ordre d'idée, Amazon, l'année dernière, en 2019, a fait à peu près 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Criteo analyse 3 fois plus de ventes qu'Amazon. Ok? Donc, une fois que Criteo analyse ces ventes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la prédiction. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle du retargeting, c'est que quand on analyse que les gens achètent de façon anonyme, etc., on est plus à même de leur recommander des choses pertinentes. Donc du coup, Criteo a une data, des données qui sont uniques au monde et du coup propose des produits publicitaires avec une efficacité et une approche que personne n'a. Pour te résumer un peu comment le monde se divise en publicité, on a deux énormes acteurs au monde qui sont Google et Facebook. Google, c'est ce que les gens cherchent. Très simplement, tu vas dans ta barre de recherche, ok, hop, je tape quelque chose, Google, c'est ça. Facebook, c'est ce que tu like, c'est-à-dire les marques que tu suis, les gens que tu suis, mais Posts, oui, les posts, exactement. etc. Donc Facebook, c'est ça. Et Criteo, notre métier, c'est de savoir ce que les gens achètent. Et donc, du coup, cette donnée-là, elle est unique au monde de par son volume. Et du coup, on a des produits publicitaires qui sont très, très, très efficaces. Du coup, et tu vois, je reviens à mon premier point. C'est assez intéressant la manière de le présenter comme ça, effectivement. Et j'avais jamais pensé effectivement que Google, c'est ce que tu cherches, Ouais. Facebook, ce que tu likes, et Criteo, ce que tu achètes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, chacun a une donnée qui a beaucoup de valeur et qui correspond à leur cœur de métier. Bah, Google, c'est effectivement un navigateur de recherche, sans aucun souci. Facebook, on est sur un réseau social amical, donc Interaction. l'interaction. Donc, effectivement, on mesure ces interactions et celles qui te plaisent particulièrement. Donc, du coup, on regarde les likes. Et nous, Criteo, notre métier, c'est d'aider les e-commerçants principalement à vendre leurs produits. Et donc, du coup, on regarde ce que les gens achètent et ce que, du coup, les e-commerçants vendent. Une fois qu'on a Et cette donnée-là, en fait, on l'agglomère et on la propose dans nos produits publicitaires, c'est-à-dire qu'on dit, parce qu'on sait ce que les gens achètent, on sait qu'est-ce qu'il faut leur proposer au meilleur moment dans leur parcours de navigation. Et ça a beaucoup de valeur. Ce qui fait, j'en reviens à mon point, que en fait, on est très efficace sur le marché publicitaire et donc du coup, on a une capacité, si tu veux, à acheter de la publicité auprès des éditeurs qui est plus forte que celle de nos concurrents parce qu'on a besoin d'acheter énormément de publicité pour faire notre travail correctement. Et ça représente ça représente bien évidemment quelque chose qui est indispensable pour les éditeurs. C'est d'avoir un acteur qui lui garantit un volume de revenus qui n'est pas garanti par les autres. c'est clair. Et transition assez tout trouvée vers la dernière partie un peu de cet épisode, puisque donc tout ce dont tu parles là, bah, c'est de la data, hein. C'est donc vous appuyez sur cette data et le retargeting est l'exemple type un peu du tracking. Donc on va suivre l'utilisateur. Donc là, on va parler un peu plus du futur et qui est un peu votre présent en fait, même en réalité, c'est l'évolution de l'industrie publicitaire dans ces prochaines années. Je rappelle juste le contexte, c'est la fin annoncée, la mort programmée du cookie tiers. Déjà quasiment en place chez Apple, annoncé par Google
la En fin des janvier cookies tiers dans dernier. Chrome en janvier. Ça a été annoncé en janvier dernier. Je crois que ce sera effectif dans 1 an et demi ou 2 ans. J'ai plus la Tout à fait, date fin d'année précise en prochaine, oui, tout à fait. fin d'année prochaine. La réglementation européenne, on parlait de privacy, il y a eu le règlement RGPD en 2019. Enfin, même c'était un petit peu avant, j'ai plus la date précise en tête, désolé, mais enfin tout le monde sait de quoi on parle, le règlement. On ne peut plus suivre comme avant. Ça peut être bien d'un point de vue utilisateur. Pour vous, on pourrait se dire sur papier, c'est catastrophique. Comment est-ce que Criteo envisage l'ère post third party cookie? Alors c'est vraiment une question, d'actualité. Donc alors pour, remettre les choses dans leur contexte, effectivement, Google a, en janvier dernier, a annoncé la fin des cookies tiers sur son navigateur Chrome. Il faut savoir que, Firefox et, Safari, effectivement le navigateur d'Apple, avaient déjà arrêté, les cookies tiers, sur leur navigateur. Je rappelle juste en une seconde ce qu'est le cookie tiers au cas que quelqu'un ne sache pas qui écoute. C'est vraiment ce petit fichier informatique qui dans lequel est inscrit le parcours, les pages visitées par un utilisateur, et ce fichier peut être lu lorsqu'on arrive sur un site. Donc j'arrive sur un site média, on va dire le Monde. Le Monde peut lire ce petit fichier, savoir que je suis allé chez un commerçant avant, que je suis sur un autre site, et en fonction un peu de ce trafic, va pouvoir vous le dire à vous, le ad serveur, et donc pour pouvoir proposer une publicité pertinente. Justement, on parlait de retargeting. Vous savez que je suis allé avant voir une paire de baskets, et vous pouvez me réafficher une bannière. Si on interdit ce cookie tiers, vous ne savez plus que je suis intéressé par cette paire de baskets, donc vous risquez d'afficher des publicités moins pertinentes, donc d'avoir moins de transformation, et donc tout pourrait s'effondrer. On pourrait voir un peu le scénario noir, c'est plus de data, on est aveugle, on est plus pertinent, euh, tout s'effondre. J'imagine que c'est pas le cas et que vous y avez réfléchi, que vous avez des réponses à tout ça. Ouais, alors tout à fait, c'est un très bon résumé. Euh, alors effectivement, et pour compléter ce que tu dis, c'est qu'en fait il y a trois types de cookies. Là on se parle du cookie tiers, mais il y a le cookie first party, le cookie second party et le cookie third party. Donc déjà effectivement, et chacun a des propriétés qui sont un peu différentes, mais effectivement c'est l'arrêt du cookie tiers, exactement comme tu l'as expliqué, qui va être arrêté. Euh, Étant donné que déjà Firefox et Safari l'avaient arrêté, Criteo avait bien évidemment commencé à travailler sur l'ère post-cookie tiers avant que Google fasse son annonce au mois de janvier. Donc c'était pas une surprise pour Criteo, si bien que la technologie déployée pour remplacer ce cookie tiers avait déjà était déjà mis en place. Et donc du coup, nous déjà on a une réponse technologique par rapport à ça, qui s'appelle le one tag. Et le one tag, c'est quoi? En fait, c'est un tag qui n'est non pas third party cookie, mais qui est first party cookie. Le first party cookie, pour bien comprendre, c'est ce cookie-là, c'est un éditeur qui envoie des informations au navigateur, qui va le renseigner un peu comme le cookie tiers permet en fait entre différents sites de communiquer. Comme tu le disais, si j'arrive du Monde et que j'arrive sur l'équipe et après sur Cdiscount, le cookie tiers va suivre ce parcours-là. Le cookie first, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est Cdiscount qui va dire au navigateur, voilà, j'ai un utilisateur qui arrive qui a tel comportement. Donc c'est un peu différent. Mais du coup, nous, notre réponse technologique, c'est de remonter sur la première partie des cookies. Et ça, la technologie, c'est une technologie open source, donc tout le monde peut le mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la troisième partie des cookies, on est sur la première partie des cookies. Et ça, c'est possible grâce à une mise en place technique, on va pas rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué, qui s'appelle la délégation de sous-domaine, mais en tout cas, ça nous permet de faire notre métier de la même façon qu'avec le cookie tiers. Donc du coup, ça, c'est le premier élément de réponse. C'est-à-dire que Criteo, quand Google a fait l'annonce de l'arrêt des cookies tiers, Criteo avait déjà déployé une solution donc, qui s'appelle le OneTag, qui permet de remonter sur la first party cookie. Et quand Google a fait cette annonce-là,
La question, c'est de dire, bon, ok, vous avez la technologie, mais combien de partenaires, en fait, ont déployé cette technologie, et est-ce que vous arrivez toujours à avoir l'efficacité que vous aviez avant? Quand Google a fait l'annonce, c'était 65% de nos partenaires qui avaient déjà déployé cette technologie-là. Et aujourd'hui, donc on est 10 mois après, on a à peu près 87% de tous nos partenaires qui ont déployé cette technologie-là. Et donc on est très confiant chez Criteo sur le fait que d'ici la fin d'année prochaine, on aura l'ensemble de nos partenaires qui auront basculé sur cette nouvelle technologie du Alors, first part. je l'entends, mais alors concrètement, est-ce que tu saurais m'expliquer, que si je devais expliquer à ma grand-mère comment ça fonctionne, ce tag? Puisque si tu peux pas avoir les informations dans ce cookie tiers, euh, comment vous faites concrètement pour avoir l'information de l'historique de Ouais, l'utilisateur? Il y a un tout à truc fait. qui En m'échappe fait, ou... ouais, tout à fait. En fait, c'est alors tu vois, c'est là où on introduit la notion de ID. Donc tu vois, d'identification unique qui n'est plus Mhm. que du cookie tiers. Donc en fait, aujourd'hui, Criteo comme d'autres acteurs, le véritable enjeu, ça va être de créer cet ID qui nous permet effectivement de continuer à suivre le parcours navigationnel et transactionnel des internautes. Ça, comment c'est possible? En fait, c'est possible de façon assez simple. Et tu vois, ça tient en fait dans notre ADN, c'est que étant donné qu'on travaille avec beaucoup d'e-commerçants, etc., et beaucoup aussi d'éditeurs, on a nos partenaires qui ont de la donnée opt-in, de la donnée qualifiée, c'est-à-dire des gens qui se sont inscrits avec des comptes, Voilà, qui etc. ont coché pour recevoir des Exactement. offres partenaires, le opt-in. C'est eux qui l'ont choisi. Et que c'est eux qui ont choisi, tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu coches effectivement ce consentement, tu peux cocher ou décocher la possibilité que l'acteur auprès duquel tu crées un compte partage ou pas cette donnée. À partir du moment où l'utilisateur a consenti à donner son autorisation pour que cette donnée soit partagée, nous, on collecte cette donnée, on la mutualise de façon anonyme pour créer un identifiant unique, en fait, qui va nous D'accord, permettre... donc c'est chaque site, pardon, c'est chaque site qui vous envoie l'information Exactement. au lieu de transiter par le cookie Cookie de tiers. l'utilisateur final. Et Et pour vous simplifier, c'est remontez, ça. centralisez et par cet ID, vous enrichissez le profil d'un C'est utilisateur au exactement fur et à mesure des data que vous remontent vos partenaires. Exactement. Et cet identifiant, du coup, en reposant sur la technologie dont on vient de se parler là, le one tag, etc., nous permet de faire notre métier de façon simple, c'est-à-dire de suivre et de comprendre le parcours navigationnel d'un internaute. Donc, D'accord. et si tu veux, l'enjeu pour Criteo de ce point de vue-là dans les années à venir, et d'ailleurs pas que pour Criteo, mais pour l'ensemble des acteurs, c'est cet identifiant, c'est cet ID. Alors, il y a pas longtemps, on vient de faire un partenariat avec The Trade Desk qui est un acteur indépendant aussi AdTech qui fait un peu le même métier que nous, si tu veux. C'est une plateforme qui permet aux marketeurs, si tu veux, d'acheter de la publicité à la performance en programmatique, etc. Et c'est un très gros acteur mondial. Et on s'est rejoint The Trade Desk et nous sur comment est-ce que on va mettre en place un ID unique, parce que l'idée c'est de créer effectivement un identifiant qui permette à tous les acteurs de la tech de se retrouver derrière cet ID-là, et que ce soit pas... C'est pour ça que Oui, que ce l'histoire... soit pas juste la base, l'ID de Criteo, Exactement. en mode Et là, on très parle de ouais, Criteo, fermé. mais c'est pour ça aussi, on veut pas que ce soit un acteur comme les GAFA, par exemple, qui crée un ID. Il faut que, là aussi, cet ID-là mette tout le monde d'accord dans l'écosystème, et qu'il ne soit pas, entre guillemets, la propriété ou qu'il émane, si tu veux, d'un acteur fermé qui pourra avoir des intentions privées et des ambitions privées. Donc, il faut que cet ID-là, tous les acteurs en fait de la tech se mettent autour d'une table, se mettent d'accord sur comment il est possible de le mettre en place. Et il faut que ce soit porté clairement par une association du marché comme l'IAB ou W3C par exemple, qui sont Mmh. les acteurs globaux représentants soit de la publicité, soit de Et l'internet, ouais. et que ce soit des propositions qui viennent effectivement des acteurs de la tech, mais qui soient gérés par des organisations comme ça du marché, pour que ça fasse l'unanimité sur le marché, et que voilà, tous les acteurs aient pu participer à ça. Donc, et l'enjeu, si tu veux, sur les années à venir, il est clairement là. Donc il est assez double, c'est-à-dire que
il est dans un premier temps d'effectivement de construire cette ID et de se dire quoi. Nous aujourd'hui chez Criteo, tu vois, on a 2,4 milliards d'ID uniques qu'on voit passer tous les mois en moyenne. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est assez énorme aujourd'hui déjà. Et du coup, notre enjeu, c'est pas qu'on soit les seuls à pouvoir faire ce qu'on fait, mais c'est que tous les acteurs du marché puissent se mettre d'accord sur cette ID, les informations qu'on est capable de se communiquer entre nous pour faire notre travail de la façon la plus transparente et la plus efficace possible. Et vous le faites parce que vous avez un intérêt vis-à-vis des GAFA qui sont tellement énormes que vous vous dites plus, enfin, on se serre les coudes et pèse plus de poids, ou il y a un vrai intérêt aussi business à ce que cette ID soit partagée par d'autres acteurs? Les deux. J'essaie de voir la motivation qu'il y a derrière, parce qu'évidemment, les GAFA, sont tellement monstrueux, il y a une telle captation des revenus publicitaires. Bon, après, les chiffres que tu me donnes sont assez impressionnants, donc c'est pas non plus David contre Goliath, mais peut-être pas loin. Je sais pas comment tu perçois Si, ça. c'est pas loin. D'ailleurs, c'est assez marrant ce que tu dis parce que la semaine prochaine, on fait une conférence avec le pilote de Formule 1, Pierre Gasly. Donc, le mardi prochain à midi. Là, je te partagerai le lien d'ailleurs si tu souhaites y assister. Et en fait, la thématique de la conférence, c'est David contre Goliath, de l'art de combattre les géants. Donc oui, il y a, et tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment la thématique de notre conférence de la semaine prochaine. C'est effectivement dans un marché publicitaire qui est dominé par deux acteurs, comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets se positionner par rapport à ces géants, etc. Bien évidemment, une des réponses par rapport à ça, c'est la concertation de l'ensemble des acteurs, la mobilisation et d'avoir des réponses communes. Alors oui, parce que il y a un marché publicitaire qui est comme ça, c'est-à-dire avec des géants et d'autres acteurs qui sont bien plus petits. Donc, il faut qu'on puisse se mobiliser. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point aussi, pour répondre à ta question, c'est que il est important pour l'open Internet, pour avoir un Internet ouvert, indépendant, etc., que l'ensemble des acteurs de la publicité puissent continuer à interagir ensemble. Parce qu'on crée de la valeur publicitaire quand différents acteurs se passent le savoir qu'on a sur les utilisateurs, etc. Et ça, Bien sûr. c'est hyper important. En fait, il y a une chaîne de valeur dans la tech qui est hyper importante. Et si elle est coupée à un endroit, on casse de la valeur. Et donc, du coup, nous, notre intérêt chez Criteo, comme les autres acteurs du marché, c'est d'avoir cette chaîne de valeur qui ne soit pas coupée. Et pour que cette chaîne de valeur se maintienne, on a besoin d'un identifiant que tout le monde comprend, que tout le monde opère et qui va permettre de faire passer les informations d'acteur en acteur. Donc c'est Ouais. à la fois, si tu veux, c'est une réponse qui est double. Hein. C'est oui, il y a d'abord une réponse qui est par rapport au GAFA, qu'est-ce qu'on peut faire Défensif. exactement de façon commune. Et puis après, il y a l'autre aspect qui est de dire, mais notre valeur à nous, elle est vraie à partir du moment où on communique tous ensemble, où on travaille tous ensemble. Et on a plus de valeur quand on travaille tous ensemble. Donc, et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est des boîtes indépendantes avec nos enjeux personnels, etc. Mais on a un enjeu au-dessus de ça qui est plus important. C'est comment le marché de la publicité crée plus de valeur quand tous les acteurs sont autour de la table et arrivent à travailler ensemble. Et c'est ce qui crée de la valeur. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important, hyper intéressant. Parce qu'évidemment, quand un Google arrête le cookie, comme tu parlais de cette logique de plateforme, ils sont pas autant impactés. Eux, je veux dire, il y a le côté, Bah, tout on à fait. sent que c'est le mouvement du marché, donc on va là-dessus. Mais Tout à voilà, fait. eux, la data, ils l'ont. Donc, Alors, eux, quelque la part, c'est à data vous de long, vous arracher presque doublement. c'est exactement ça. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est que si tu veux, quand le directeur technique de Chrome a fait l'annonce, il a dit on arrête les cookies tiers euh, pour un Internet où il y a plus de contrôle sur les données privées. C'est ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on a plus de données privées sur l'open Internet que chez les GAFA. Je m'explique tout simplement, mais quand on est inscrit chez Facebook, Facebook, c'est toutes les marques que vous aimez, les groupes de musique, les amis que vous avez, les interactions que vous avez avec eux. Et ils regardent tout ça, bien évidemment, pour faire des produits publicitaires les plus pertinents possibles. Donc là, il y a aucun contrôle de votre vie privée. Votre vie privée, sur Facebook, elle n'existe pas.
c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Et un Google, par exemple, évidemment, a une donnée propriétaire, puisqu'on est tous, pas tous, mais la plupart des gens ont quand même un compte Gmail. Donc, vous avez dit oui à l'exploitation de vos données. Et maintenant, vous savez que quand vous êtes sur Chrome, la plupart du temps, vous êtes connecté à votre Connecté au navigateur, navigateur. évidemment. Et donc, du coup, bien évidemment que Google, toutes ces données-là, les exploite. Donc, il faut bien comprendre que du côté de l'Open Internet, les données privées sont beaucoup plus privées, en fait, que celles qu'on donne aux GAFA. Donc, quand le directeur technique de Chrome nous dit oui, on fait ça pour qu'il y ait un Internet sur lequel il y a plus de contrôle sur les données privées, en fait, c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est-à-dire que l'Open Internet, on a plus de données privées sur l'Open Internet que sur cet écosystème. Donc, pour répondre à ta question, oui, ils se mettent dans une position bien évidemment dominante, où ils se permettent de couper effectivement ce qui crée de la valeur chez les autres acteurs, alors que leur valeur, elle tient dans le fait qu'on est tous inscrits chez eux et qu'on a tous Et opt-in. connecté. Voilà, exact. Et donc vous êtes un peu entre, enfin voilà, parce que j'ai vu, voilà, il y a des enquêtes sur Criteo, hein, sur le respect du RGPD, etc. Et l'idée c'est pas de pointer du doigt parce qu'en fait, je réalise dans la discussion que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, hein, quelque part, en fait, entre une réglementation très forte qui est juste et que je trouve assez juste. Hein, il y a d'abus et tout n'est pas bon dans la publicité, même si, bah, comme voilà, on l'a vu, il y a plein de bonnes raisons d'avoir de la publicité. Et puis de l'autre côté, c'est ces plateformes qui, elles, ne sont pas mises en danger parce qu'elles traquent différemment et puis vous mettent un peu des bâtons dans les roues quelque part. C'est dur quand même, tu vois. Alors après, je suis pas inquiet. Vous avez des réponses techno, on en a parlé, mais vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, entre la réglementation et les plateformes. Exactement. Donc nous, la réglementation, alors on suit ça de très très près, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation européenne effectivement sur le sujet, et puis il y a la CNIL, qui est donc pour les gens qui ne savent pas, qui est l'institut qui est là pour appliquer la loi sur les libertés individuelles sur le web. Et donc du coup, on est là pour appliquer effectivement ce que la CNIL souhaite faire. En tout cas sur la France, et on est là aussi pour faire des recommandations. C'est-à-dire Ouais. qu'on a ce rôle-là de dire voilà la réponse qu'on peut apporter pour effectivement, surtout, en fait, l'enjeu principal chez nous, c'est de donner un maximum de contrôle à l'utilisateur. On est, nous, dans une position où on pense que effectivement tout ça n'a de la valeur que si l'internaute a un, la connaissance de comment sont exploitées ces données, et deux, qui donne son consentement, en tout cas qu'il ait le contrôle sur ces données-là. Nous, ce qu'on Ouais. dit, et c'est en ça effectivement que je rejoins ton point de tout à l'heure, c'est de dire, ce n'est pas un navigateur de décider, ce n'est pas un acteur de décider. Celui qui doit décider, c'est l'utilisateur. C'est important que l'utilisateur ait le contrôle de ce qu'il partage, de ce qu'il ne partage pas. Et donc, nous, toutes nos recommandations vont dans ce sens-là. C'est-à-dire de dire, donnons vraiment les clés, un, de compréhension et deux, de choix aux utilisateurs. Et non pas à un acteur, Chrome en l'occurrence. Je suis assez d'accord et je pense que ça pourrait presque faire l'objet d'un autre épisode, le consentement. Et puisque je vois le temps qui file, on a déjà eu beaucoup de sujets, mais le consentement, ça reste, de mon point de vue, là, je me mets vraiment côté consommateur, un peu le Far West. Hein. Enfin, les systèmes de prise de consentement, est-ce que tu penses vraiment que les gens comprennent réellement ce pourquoi ils consentent? Alors, au-delà du fait qu'on a des UX, enfin, une expérience qui a été dégradée avec toutes ces demandes de consentement, etc. Mm-hmm. Euh, Non, je suis moi tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Bon, c'est les balbutiements. Après, je dis pas que c'est fait exprès et que c'est flou. Je pense qu'on va vachement évoluer et qu'il faut encore craquer le code. Mais il y a encore un sujet sur le consentement qui est qui est pas compliqué facile, pour ouais. Et je l'utilisateur. pense qu'effectivement il y a beaucoup d'informations. Bah, en gros, très simplement, quand on arrive sur un site et qu'on dit est-ce que vous acceptez ce site fonctionne grâce aux cookies, est-ce que vous acceptez les cookies? En vérité, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et quand on clique sur en savoir plus, on se retrouve sur des milliers de lignes qui sont hyper compliquées, sur lesquelles on doit cocher, décocher des choses, etc. Donc, je pense que effectivement, il y a un gros travail à faire en termes de communication pour expliquer déjà, et de façon simple, il faut simplifier, pour que les gens comprennent simplement, un, de quoi on parle,
en termes de données, et à quoi elles servent en fait ces données aussi. Exactement. Je pense que vous avez un très gros travail d'évangélisation. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, chez nous, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on s'en rend compte de façon tout à fait transparente. Les acteurs de l'internet, je parle des e-commerçants, voire même des publishers, et nous, c'est notre métier. Il y a beaucoup de gens qui sont même un peu paumés, même quand c'est ton métier. Et donc, nous, notre métier chez Criteo, on a un côté où on vend de la publicité, mais on a surtout un côté où on accompagne effectivement les éditeurs et les e-commerçants sur la compréhension du marché, sur l'aspect monétisation, etc. Et donc, on a, nous, effectivement, chez Criteo, cette volonté-là, c'est d'expliquer de façon simple à tous les éditeurs quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est pas simple. C'est que même quand tu es professionnel du secteur, nous, on dit, on a besoin d'alimenter, de former, d'expliquer à nos partenaires qui sont des professionnels la loi, son application et ses conséquences. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis très concrètement en train de monter une série de conférences qu'on mène auprès des agences médias. Et tu vois, ce sont des spécialistes, les agences médias, pour leur expliquer les enjeux de l'identité et des données privées. Et donc, je fais une série de conférences avec notre président France, qui est aussi le président de l'IAB, et notre vice-président du produit, pour expliquer ces enjeux-là. Et c'est hyper important en fait que tout le monde soit au courant de quelle est la loi, quelles sont ses conséquences. Et donc ça, c'est vrai à la fois dans le secteur professionnel, mais c'est surtout vrai pour les utilisateurs. Et donc oui, on a dans les années à venir, les mois à venir, un véritable enjeu sur la communication pour que les gens comprennent en fait les tenants et les aboutissants de tout ça. Exactement. Donc à mon avis, des années de transition, en tout cas avec un gros travail d'évangélisation, y compris côté utilisateur, hein. Je pense qu'on devrait en parler à l'école presque, tu vois, de ce côté privacy, data, le consentement, etc. Alors je sais pas comment, mais en tout cas voilà, une belle industrie un peu en transition avec des beaux enjeux. Un bel épisode, Grégoire. Merci pour ce temps consacré et puis merci aussi pour la vulgarisation parfois sur certains aspects qui peuvent être un peu compliqués. Ça fait des fois très boîte noire, très très tech et un peu compliqué de comprendre. Là, je pense qu'on a bien évoqué ça. Ouais, tout à fait. Mais je suis moi tout à fait convaincu du fait qu'il faut rendre toutes ces informations-là les plus accessibles possibles, parce que effectivement, voilà, si on reste dans un giron où on comprend des termes qu'entre nous, etc., le débat il sort pas du tout, tu vois, d'un cercle d'initiés. Exactement. Et ça laisse de la méfiance de la part soit d'éditeurs qui comprennent pas, soit des utilisateurs finaux qui comprennent pas trop ce qui est fait. Donc, écoute, j'espère qu'on y a un peu participé. Merci mille fois, et puis au plaisir d'en refaire un pour voir peut-être justement l'évolution du consentement, de voir de tous ces sujets-là. Je pense qu'il y aura pas mal d'actualités à suivre dans les mois et années à venir. Écoute, avec très grand plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets-là. Je t'en prie. Merci Grégoire. Et merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour parler d'autres sujets dans les médias, d'innovation pour tous. Merci, portez-vous bien. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@cosavostra.com. À bientôt!